On retourne donc sur le plateau du ZCL News. Il est 12h58 dans 2 minutes, il sera 13h. Et nous devrions entrer en contact tout de suite avec Pamela Omertan. Pamela Omertan, elle est maîtresse de conférence pôle sciences politiques à l'Université des Antilles-Guyane. Avec elle, on devra parler de l'autonomie alimentaire en Guadeloupe. Bonjour Eric. Ça va? Bonjour à la Guadeloupe. Ben, merci d'être avec nous. Je disais que ça va, merci beaucoup. On va aujourd'hui parler particulièrement de la question de l'autonomie alimentaire en Guadeloupe et on pose la question comme ça de façon générale. Est-ce que, Pamela, vous pensez qu'un jour la Guadeloupe peut arriver au stade de, je prends le mauvais d'abord et on prendra le bon après, au stade où des gens mourraient de faim en Guadeloupe? Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait une crise alimentaire en Guadeloupe? Ben, c'est un scénario probable et tout à fait possible. Et cela pour plusieurs raisons, puisque, on le sait bien, la Guadeloupe importe beaucoup, plus de 80% de son alimentation. Et on l'a constaté que les conditions de production dans le monde diminuent fortement. On perd beaucoup. Pour produire, il vous faut des terres, oui. Il vous faut de l'eau, il vous faut de la biodiversité. Et on voit qu'aujourd'hui, les terres agricoles diminuent. On voit aujourd'hui, on le connaît actuellement, il y a beaucoup de sécheresse en Guadeloupe, mais aussi dans le monde. Oui. On voit aussi que l'eau diminue. On voit que le climat change, on voit que la biodiversité disparaît. Il y a quelques années, il y avait énormément de biodiversité. Aujourd'hui, vous avez moins de 30 plantes pour satisfaire 95% de nos besoins nutritifs et 80% des légumes cultivés qui sont cultivés il y a 50 ans ont disparu. Donc on voit que la situation est grave et les pays qui seront le plus sensibles sont les pays qui importent le plus. Donc, effectivement, on n'a pas l'impression, mais il y a des risques de pénurie alimentaire. Et d'ailleurs, la Guadeloupe, comme beaucoup de pays dans le monde, comme la zone Caraïbe, la zone d'Amérique latine, font partie des zones à risque, puisqu'on apporte énormément pour pouvoir se nourrir. Alors, je prendrai la question inverse. Est-ce que la Guadeloupe peut arriver à accéder à l'autonomie alimentaire? Bien, à mon sens, la Guadeloupe, comme beaucoup de régions, comme des régions d'Afrique, comme des régions d'Amérique latine, sont des régions, pour moi, c'est un non-sens aujourd'hui qu'en Guadeloupe, on n'est pas plus autonome au niveau alimentaire. Mais pour cela, j'aimerais bien qu'on comprenne justement pourquoi aujourd'hui on est dans cette situation-là. Alors, est-ce que tu as un petit peu de temps pour expliquer rapidement? Oui. Oui. Il faut qu'on comprenne que la situation est une situation structurelle. Et moi, je vous conseille de lire un ouvrage qui s'appelle Écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand. Et dans cet ouvrage, justement... Pamela, la communication est extrêmement mauvaise. On va l'interrompre un petit moment et on va la reprendre. On va vous rappeler. D'accord. Parce que là, ça crachote et c'est pas bon. D'accord. Ok. Et on va la reprendre. Pour bien comprendre, pour justement qu'on soit autonome, il y a des choses qu'il faudra qu'on fasse. C'est-à-dire, la première chose qu'il faudra faire, c'est de rompre avec notre passé. Oui. Pourquoi? Puisque, et il y a un auteur qui l'explique très bien, je vous encourage à lire le livre de Malcolm Ferdinand, Écologie décoloniale. Oui. Il explique que l'espace Caraïbe, Amérique latine, s'est construit sur ce qu'on appelle l'ère du Plantationnocène. C'est une ère justement où ce sont des espaces dont l'objectif était d'être subordonné à un autre lieu, dont l'unique but était de produire des marchandises. Et comment cela se faisait? Cela se faisait par une exploitation intensive de la nature et des non-humains. Oui. Et donc cette terre s'est construite sur deux principes. Ton île ne te nourrira point et tu ne te nourriras pas de ton île. Quand on regarde, ton île ne te nourrira point. On remarque qu'en Guadeloupe, la canne à sucre et la banane, qui ont été notamment la canne à sucre des cultures coloniales, occupent encore plus de 80% des terres arables. Voilà. D'accord? Oui, c'est vrai. La banane est la deuxième production la plus cultivée après la canne. Donc la plupart de nos cultures sont la canne à sucre et la banane. Ton île ne te nourrira point. Oui. Deuxième principe, tu ne te nourriras pas de ton île. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, oui, nous ne nourrissons pas de notre île. En 2017, le déficit des échanges alimentaires en Guadeloupe était de moins 410 millions d'euros. On importe pour plus de 80% de notre alimentation et on donne à l'extérieur 410 millions d'euros. Autant d'argent qui sort des poches des Guadeloupéens. Et c'est essentiellement avec la France que l'on fait ça. Et pour te donner juste un exemple, par exemple, les produits congelés,
on importait en 95 27 tonnes de produits congelés et en 2015, c'est passé à 10 000 tonnes. Wow. Et tout cela, c'est au détriment, par exemple, des produits frais et notamment de la filière volaille. Et produits congelés qui ne sont pas souvent de bonne qualité. Exactement, on l'a vu, Ligoisé, on avait parlé, c'est souvent des produits de dégagement. On a des dégagement, tout à fait. Qui vaut moins de 1 euro. Ce sont des produits qui devaient être à l'abattoir, qu'on devait détruire. Et comme ça coûte plus... Les ailes à dinde, surtout, les ailes à dinde, des pilons, etc. On connaît bien. Alors, voilà. Donc en conclusion sur ce point-là, donc il faudrait, on pourrait, à notre niveau, Pamela, y arriver au niveau de l'agriculture. Mais alors, les bananiers et les canniers disent que ces deux plantations, enfin ces deux productions banane et canne sont quand même nécessaires pour maintenir le niveau de production en Guadeloupe. Alors, c'est sûr que quand on comprend, et je pense que je fais même le parallèle avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis, le racisme structurel chez les Noirs avec George Floyd, c'est un système, et c'est pour ça que j'ai insisté de revenir sur le passé, c'est un système structurel. Notre agriculture, elle a été conçue comme ça. Et tout a été conçu de cette façon, les subventions, les aides, la structuration des filières a été conçue sur ces deux principes-là. Ouais. Donc c'est très difficile aujourd'hui à des agriculteurs de toute bonne foi qu'on leur a dit il faut faire de la canne, il faut faire de la banane, voici si tu fais ci, tu as des subventions, de revenir à faire du maraîchage. Par exemple, le maraîchage, il n'y a pas d'aide. Donc il faut accompagner, il faut aider ces agriculteurs et il faut mener ce qu'on appelle une politique de transition. Il faut aider ces agriculteurs à pouvoir progressivement délaisser un petit peu la canne, faire d'autres cultures, délaisser un peu la banane. Moi, je ne dis pas qu'il faut abandonner la canne et la banane, mais il faut justement augmenter notre part de produits maraîchage, par exemple. Vous voyez ? Et donc, c'est un petit peu plus vers cette voie-là qu'il faut faire, mais il faut accompagner financièrement et techniquement les agriculteurs. Il y a eu, Pamela, depuis quelques années, c'est pas une transition, mais on a vu apparaître des melonniers en Guadeloupe. Alors là encore, Zanik, les melonniers sont apparus sur le même principe. Oui, bien sûr. Ta terre ne te nourrira point. La principale part le melon part en métropole. Ton île ne te nourrira point. Le melon part en métropole. Oui. Donc, et on est obligé d'importer d'autres produits. Donc là aussi, c'est de se dire, mais là aussi, il faut accompagner. Et c'est pour ça que je disais ça. C'est comme le racisme aux États-Unis, il est structurel, il est au fondement des États-Unis. L'agriculture coloniale a été au fondement même de notre agriculture. Et on a eu ce qu'on appelle des décolonisations non décolonisantes. C'est-à-dire qu'on est encore dans ce système-là. Et donc, pour faire cette transition, il faut aider, il faut réorienter les aides, faire les appels à projets vers d'autres formes d'agriculture, maraîchage, petite agriculture d'exploitation, petite agriculture familiale, diversification alimentaire. Donc voilà, il faut aller vers ça, mais il faut accompagner les agriculteurs. Parce que l'autre problématique, Pamela, c'est la problématique de la commercialisation. Parce que nos produits faits par des maraîchers, je parle des tomates, des citrons, etc., ne pourront jamais concurrencer les grandes productions européennes qui débarquent dans notre pays. Or, vous le savez, l'importation de produits alimentaires, vous avez donné le chiffre tout à l'heure, et on est à 80% d'importation de nos produits alimentaires et des produits en général. Mais de l'autre côté, c'est cette importation qui permet à la région d'avoir une taxe et de pouvoir avoir des recettes. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans un serpent qui se mord la queue ? Bien, tout à fait. C'est-à-dire que notre modèle structurel a été conçu pour, comme je l'expliquais, ces deux principes. Ton île ne te nourrira point, tu ne te nourriras pas de ton île. Oui. Donc, du coup, si l'on veut inverser la tendance, il faut faire des ruptures, mais pour cela, il faut effectivement revoir les bases de notre modèle économique, puisqu'effectivement, l'import, le secteur d'importation et de grande distribution, rapporte et créateur d'emplois, il paye des taxes, il participe à la vie économique locale. Donc, si on augmente la production locale, ça veut dire moins d'emplois dans ce secteur-là, ça veut dire moins de taxes pour les régions, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait un brainstorming avec tous les acteurs pour se dire, il nous faut aller vers la production locale. Il faut essayer que tout le monde soit gagnant-gagnant,
Mais il y a des objectifs qui sont impérieux. Parce que vu les crises alimentaires, vu le réchauffement climatique, vu tout ce qui se passe à l'extérieur, nous devons aller vers ça. Oui. Mais là aussi, ça va nous obliger, à mon sens, à revoir notre statut administratif et politique. Puisque, par exemple, vous ne pouvez pas dire, par exemple, Paris, la région parisienne ne peut pas se dire, ou la région Alpes-Côte d'Azur, ne peut pas se dire, je ne veux pas que les produits viennent de Bretagne. Vous voyez ? Parce que là, beaucoup des produits, 2/3 de nos importations viennent de France. Donc, comment se protéger sur le même territoire ? À mon sens, pour pouvoir y arriver, il faudra changer de statut, donc revoir notre statut administratif et politique, et revoir une base de notre modèle économique. Puisque n'oublions pas, l'import, oui, est créateur d'emplois, on paye des taxes, mais le revers de la médaille, c'est qu'il nous rend de plus en plus dépendants de l'extérieur. Il détruit petit à petit notre production locale, ce qui nous rend moins résilients s'il y a des problèmes climatiques ou des crises économiques. C'est un modèle très, très énergivore, puisqu'il faut faire tout venir de l'extérieur, donc ça consomme énormément de CO2, ça fait augmenter les émissions de gaz à effet de serre, qui nous retournent, qui nous reviennent par des cyclones, par la montée des océans, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est un système qu'il faut penser de façon holistique. Alors, autre problématique, c'est le problème des terres agricoles aussi. Vous le savez, Pamela, globalement, chaque année, on nous donne un chiffre de 1000 hectares en général qui disparaissent comme terres agricoles. Ça veut dire que si on se projette sur 30 ans, dans 30 ans, il n'y aura pratiquement plus rien. Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire que la tendance actuelle est justement la disparition des surfaces agricoles utiles, mais il faut comprendre pourquoi. Puisque aujourd'hui, c'est très difficile de vivre de son métier d'agriculteur, on gagne très peu. Deuxièmement, il n'y a pas beaucoup de relève, le nombre de jeunes exploitants a diminué. La retraite des agriculteurs est beaucoup trop faible, donc souvent ils sont obligés de continuer, ce qui fait que les jeunes ont du mal à s'installer. Oui. Et donc si on continue cette tendance, si on ne prend pas le taureau par les cornes, eh bien dans 37 ans, la surface agricole utile de la Guadeloupe aura disparu et en 18 ans, on n'aura plus d'agriculteurs. Donc c'est un métier en voie de disparition, c'est un système en voie de disparition au plus mauvais moment d'année. Puisque c'est justement le moment où on a le plus besoin des agriculteurs et c'est le moment justement où ils sont en train de disparaître et il n'y a pas de politique assez offensive pour pouvoir les sauver et j'ai vraiment beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir, mais même sur un avenir très proche d'ici 5-10 ans, puisque tous les rapports le disent, on va vers de graves crises alimentaires. Ça signifie là que vous mettez le doigt Palmea sur un point sensible. On a un lycée agricole qui forme des techniciens agricoles, mais qui risque demain de se trouver au chômage, faute d'infrastructures, de développement au niveau agriculture. Bien, si on avait... Alors, moi, je reste quand même optimiste. Il faut être pessimiste, comme disait Gramsci, par l'intelligence, mais optimisme, entre guillemets, on peut par la faute. Oui. Mais c'est-à-dire qu'il faut inverser la tendance, parce qu'effectivement, si on forme beaucoup de jeunes exploitants agricoles et qui ne trouvent pas de terre pour s'insérer, eh bien, ils vont partir. Déjà, c'est un métier très difficile, l'agriculture, un métier où on gagne peu sa vie. Si en plus c'est difficile à s'installer, eh bien, ils vont abandonner. Et vous avez, moi, je rencontre des jeunes agriculteurs qui disent qu'ils n'ont toujours pas reçu, par exemple, leur DGA après plusieurs années d'instruction du dossier. Et donc, c'est des jeunes qui galèrent. Ils ne sont pas là pour galérer, on devrait les aider. Et on l'a vu avec cette crise, ce sont des métiers essentiels. Si on ne mange pas, on meurt. Et là, on le voit avec l'eau, si vous n'avez pas d'eau, vous mourrez. Donc, c'est très important de préserver ces métiers-là. Alors, il y a un secteur que vous connaissez bien aussi, Pamela, c'est le secteur de la biodiversité qui ne nourrit pas directement l'homme, mais qui permet un équilibre de la nature et puis qui permettrait aussi, bien sûr, des exploitations, permettre aux Guadeloupéens qui pouvoir utiliser les produits de cette biodiversité. Est-ce que de ce point de vue-là, puisqu'il va y avoir bientôt un bureau de la biodiversité qui va être, je crois, présidé par votre collègue de l'UA, je vais parler de Madame Sylvie Duflot, est-ce que cette biodiversité, elle est en voie de bonne exploitation, de bonne main, ou bien est-ce que là aussi les problématiques se posent? Ça dépend où vous vous situez. On a de la chance en Guadeloupe d'avoir justement le parc national qui couvre une bonne partie de la Basse-Terre où elle est protégée avec le cœur du parc. Donc ça, c'est une chance. Mais d'un autre côté,
on remarque que de plus en plus, d'ailleurs, Dani, qu'il suffit de circuler en Guadeloupe pour se rendre compte. Vous allez à Cap-Esther, vous allez à Goyave, à Petit-Bourg, à Bémao, aux Abîmes, dans des zones justement où vous avez quand même des sols fertiles avec des microclimats extrêmement intéressants pour l'agriculture où il pleut souvent. Eh bien, on se rend compte qu'on voit pousser comme des champignons des nouveaux bâtiments, des nouveaux quartiers d'affaires, des nouveaux centres commerciaux. Et chaque fois qu'on fait ça, on détruit une partie de notre biodiversité. Et il faut lier le tout, c'est-à-dire que vous fragilisez l'ensemble. On voit par exemple se construire des structures hôtelières où on veut atteindre 1 million ou 2 millions de touristes, mais ça fait des pressions sur la terre, ça fait des pressions aussi sur l'eau, et tout est lié. Et la biodiversité, je rappelle aussi que la biodiversité sert aussi à s'alimenter. Oui. Et la biodiversité sert aussi à trouver par exemple des espèces végétales ou animales qui pourront remplacer celles qu'on utilise. Oui. Donc elle est très très importante, la biodiversité, ça englobe tout le vivant. Oui. Donc c'est une biodiversité malheureusement à l'extérieur du parc qu'on voit qui est de plus en plus en train de s'éroder, d'où justement la volonté de la région Guadeloupe, et que je salue, d'avoir une agence régionale de la biodiversité pour sensibiliser les élus, la population, le monde économique à sa protection. Parce que vous détruisez par exemple, on coupe beaucoup d'arbres, et bien on aura moins d'eau. Oui. Parce que les arbres sont producteurs aussi d'eau, ça permet d'avoir la forêt hygrophile par exemple. Oui. Et donc voilà, ça fait moins d'oxygène, ça fait moins de capteurs de CO2. Vous voyez, tout est important. Parce que il y a quelques mois, je me souviens avoir assisté à une conférence à laquelle vous participiez, Pamela, quelque temps, où on disait que nous n'avions pas la maîtrise de notre biodiversité, qu'elle était, par exemple, quelqu'un qui faisait traditionnellement de l'huile de carapate, il faut être demandé à l'extérieur, en France, en autorisation pour continuer à faire l'huile de carapate. Alors, est-ce que cette question pratico-pratique est réglée? Alors, il y a eu la loi sur la biodiversité, et dans le projet initial de la loi, on demandait des autorisations à Paris pour pouvoir exploiter certains éléments de la biodiversité. Donc, c'était essentiellement pour les compagnies qui pourraient peut-être concurrencer les compagnies pharmaceutiques ou les cosmétiques. Hein. Oui. Parce que bon, si vous faites votre huile carapate dans votre coin, je pense que vous allez concurrencer personne, mais c'était plus vraiment pour les gens qui souhaitaient développer l'industrie. Oui. Où là, on travaille avec les gènes, on travaille avec des machines et ainsi de suite. Et le souci qui s'était posé dans cette loi, et on peut remercier d'ailleurs le docteur Henri Joseph, c'est lui qui a été le lanceur d'alerte, il fallait que ça passe par Paris. Oui. Puisque la biodiversité est censée appartenir à l'État. Tout à fait. Et donc il fallait demander l'autorisation à Paris. Et c'est grâce à ça qu'il ait lancé l'alerte, et la société civile, avec l'université, avec d'autres chercheurs, avec plusieurs acteurs, on a pu travailler, et je tiens à saluer d'ailleurs nos députés et nos sénateurs qui nous ont suivis, qui nous ont accompagnés pour qu'on puisse modifier cette loi. Et aujourd'hui, cette loi prend mieux en compte les Outre-mer. Et c'est d'ailleurs grâce à cette loi-là qu'on a aujourd'hui la possibilité d'avoir une agence régionale pour la biodiversité, ce qui n'était pas gagné à l'époque. Donc, tous les députés, les sénateurs, les présidents de région de l'époque aussi, ont participé et nous ont aidés ensemble. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a travaillé de façon non partisane, on a travaillé ensemble pour défendre la biodiversité de la Guadeloupe, et que les Guadeloupéens ont un mot à dire. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, si on a une biodiversité quand même qui est exceptionnelle, c'est aussi grâce aux Guadeloupéens. Oui, oui. Donc souvent on dit que les Guadeloupéens sont salis, mais il faut savoir que les Guadeloupéens ont contribué à augmenter cette biodiversité avec tous les rimets de rasiers et ainsi de suite. Oui. Donc il faut aussi saluer le travail de nos ancêtres. Donc ça veut dire que c'est une source quand même de développement possible, qui est bien sûr ancestrale, mais qui peut aujourd'hui se moderniser, tel qu'Henri Joseph l'a fait. On a vu, il a créé des choses, non seulement des médicaments, mais même la dernière fois qu'on s'est rencontrés, il m'exposait comment, avec un certain nombre de plantes, on peut faire des couleurs ici. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et bien justement, il faut qu'on aille vers cela, Dani. Puisqu'on l'a vu. Avec le Covid, on voit que notre économie, elle est bancale. Oui. Quand vous importez tout, l'extérieur se porte mal, il y a une crise, il y a quoi que ce soit,
vous vous effondrez facilement. Le tourisme, c'est pareil. Ce sont des industries, des secteurs qui sont extrêmement fragiles et vulnérables et qui vont l'être encore plus à cause de ce qu'on appelle l'anthropocène. On va avoir de plus en plus de crises économiques, crises sociales, crises climatiques et autres. Donc, il faut vous appuyer sur vos forces pour bâtir votre économie. Quand un enfant il apprend à marcher, il marche sur ses pieds, il ne marche pas avec des béquilles. C'est clair. Donc, il faut qu'on marche avec pieds. Donc, c'est quoi notre richesse? Eh bien, c'est notre biodiversité. Et avec notre biodiversité, effectivement, vous pouvez aller sur des marchés de niche. Il ne faut pas oublier qu'on est petit, donc on peut aller sur des marchés de pointe comme la forêt Joseph, je vois comme le fait Suzy Ziozio avec ses compléments alimentaires. Il faut qu'on aille sur des marchés de pointe. Par exemple, Henri Joseph fait de l'indigo qui est demandé par la NASA parce que c'est le meilleur indigo au monde. Oui. Vous voyez? Donc il faut aller sur ça, sur des marchés d'excellence, sur des marchés de pointe à haute valeur ajoutée. Oui. Et comme ça, on est fort, on s'appuie sur les forces. Et avec la biodiversité, vous pouvez vous intéresser à l'alimentation, aux couleurs, aux cosmétiques, à l'énergie. Bref, les potentiels sont illimités. Et c'est ça la nouvelle économie. Il y a de plus en plus de pays qui commencent à aller vers ça. Nous, on a de la chance, on a. Donc allons-y. Pour cela, bien sûr, il faut une politique de transition pour aider les secteurs qui sont dedans à aller vers ce modèle-là. Alors, Pamela, on va se quitter, mais j'aimerais quand même qu'on se quitte sur une note positive. On a parlé de crise alimentaire en 2 émissions, crise alimentaire au niveau mondial. On a parlé de l'autonomie alimentaire en Guadeloupe. Tout espoir n'est pas perdu pour notre pays quand même. Ah non mais Danick, chez nous, je n'ai jamais compris ça. On a tout pour réussir en Guadeloupe. On a encore des terres agricoles, profitons-en. On a encore un climat plus ou moins favorable. On a encore une belle biodiversité. On a encore des agriculteurs. Donc on a encore des jeunes. Donc tout est possible pour nous pour réussir à condition. On a toutes les cartes en main. Oui. Donc maintenant, à nous de pouvoir justement les utiliser, mais pas seuls. Et j'ai de l'espoir, Yannick, parce qu'actuellement, il y a un projet dans lequel je participe avec plusieurs autres acteurs, c'est le projet Diagaline, où on essaie justement de travailler tous ensemble pour voir comment on peut rendre la Guadeloupe plus forte, plus autonome sur le plan de l'agriculture, de l'alimentation et de la santé. Donc j'ai bon espoir. Eh bien, j'espère que ce projet aboutira et qu'il sera surtout accompagné et soutenu et que nous payons fin en payant, nous. Non, nous payons fin. D'accord, 13h25. Merci Pamela en tout cas pour ces 2 émissions intéressantes et importantes. Si vous avez raté le début, vous avez la possibilité de tout revoir sur la chaîne YouTube du ZCL, sur la page Facebook ZCL.tv, hashtag ZCL.tv et bien sûr sur le replay ce soir. Il est 13h25, la 2e pause et tout à l'heure on va retrouver Charline Gourdet, psychologue, avec elle on va savoir comment faire d'une épreuve un événement positif. À tout de suite. Le ZCN News revient avec CCN, cariprionews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires.